Dans cette étude sur les commentaires de Windows, Ondakina nous amène à une compréhension plus profonde de l'idée d'un sens plus profond derrière nos péchés. Il souligne notamment que l'Upanishad indienne ne parle pas seulement d'un sens plus profond qui rend possible notre perception, mais aussi d'une distinction plus profonde entre les sens existants dans cette conscience. Il fait remarquer que la conscience contient une vision derrière notre vision et un entendement derrière notre entendement. Les sens ne sont pas simplement des fonctionnements de l'esprit, mais des dispositifs de conscience formés au cours de l'évolution de la matière vivante. Au fur et à mesure que la conscience est développée, les moyens de perception se sont également développés, permettant de distinguer les couleurs, les sons et de contrôler le flux de lumière. La conscience du monde a commencé avec une seule cellule et, au fil du temps, les organismes ont développé des sens plus sophistiqués. Jusqu'à présent, nous avons identifié 5 sens pour la connaissance et l'action, mais il existe également d'autres sens qui seront abordés ultérieurement. Le focus est maintenant mis sur l'esprit, qui est considéré comme le 11e sens, l'organisateur de tous les autres. La science moderne a souvent découvert des vérités déjà connues des anciens, mais la manière de les exprimer est différente. La science moderne a tendance à limiter l'esprit à la biologie, alors que les anciens comprenaient l'esprit comme étant bien plus que la matière. Au fil des années, notre technologie a connu une croissance exponentielle en termes de capacité, de vitesse et de mémoire. Cela s'applique également à notre compréhension du cerveau. Autrefois considéré comme un système complexe, on pense maintenant que le cerveau stocke des souvenirs au niveau quantique. Cette nouvelle compréhension suggère que le cerveau peut stocker toutes les informations présentes sur Internet et bien plus encore. La capacité de la conscience et de l'esprit est bien plus grande que ce que nous avions imaginé, et pourrait même être infinie. Les anciens le savaient déjà, mais ils l'exprimaient dans un langage différent. Ils croyaient en l'existence d'un esprit subconscient plus rapide et puissant qui peut stocker tout ce que les sens lui apportent, constituant ainsi une mémoire inépuisable. Cette réalité vient renforcer nos connaissances modernes sur le cerveau. Dans cette synthèse, il est souligné que notre esprit conscient ne peut pas tout percevoir ou traiter, mais que notre esprit subconscient enregistre et retient tout de manière précise et infaillible. Même lorsque nous sommes distraits, notre esprit subconscient écoute et enregistre ce qui se passe autour de nous. Il peut également accéder à des souvenirs et des connaissances même sous hypnose. Il est décrit comme une source d'une richesse inépuisable de mémoire. Des exemples sont donnés pour illustrer la façon dont notre esprit subconscient enregistre et reproduit ces informations sans même que notre esprit conscient y prête attention. Il est mentionné que la mémoire subconsciente est parfaite, contrairement à la mémoire consciente qui peut commettre des erreurs. Enfin, il est mentionné que certaines expériences peuvent révéler des souvenirs oubliés que notre esprit subconscient a enregistrés avec une grande précision. Il existe une personnalité supérieure et consciente à l'intérieur de notre esprit, qui a d'autres aspects liés à la personnalité et à l'individualité. Cette personnalité n'est pas seulement une mémoire qui enregistre, mais elle est également consciente et a une intention. Elle peut intervenir et prendre le contrôle lorsqu'elle perçoit un danger, comme l'exemple de Binda dans un de ses sonnets où sa personnalité a pris les rênes du cheval pour éviter un accident. Parfois, cette intervention se fait sans que nous en soyons conscients, évitant ainsi l'accident sans que nous en sachions rien. Il existe également des cas où une personne consciente peut percevoir des événements futurs, comme le saint Baba Nagpal qui a parlé de choses qui se sont déroulées plus tard dans la vie de l'auteur. Il y a aussi des exemples de personnes sous anesthésie qui peuvent relater avec précision les détails d'une opération, même si leur corps ne ressent pas les sensations de douleur. Cela montre que l'esprit subconscient est capable d'observer et de ressentir même lorsque les organes sensoriels sont inactifs. Ce pouvoir de la conscience subconsciente est infini et peut enregistrer chaque détail et chaque souffrance de notre vie. La recherche moderne en psychologie met en évidence le pouvoir de l'esprit subconscient sur notre corps. Des expériences ont montré que ce que nous sommes dit lorsque nous sommes inconscients, comme pendant une opération chirurgicale sous anesthésie générale, peut affecter le processus de guérison biologique. Par exemple, lorsque les médecins disaient à un patient que son cas était compliqué et qu'il y aurait des complications, cela se produisait réellement. De même, lorsque le médecin parlait d'une guérison rapide et sans problème, cela se réalisait souvent. Ces suggestions au niveau du subconscient influencent le processus de guérison des cellules du corps. Ces effets sont d'autant plus puissants lorsqu'ils sont exprimés au niveau du subconscient car le filtre de la conscience n'est pas présent. Cette influence fonctionne également dans notre vie quotidienne, où les commentaires et les conversations subconscientes peuvent affecter nos états d'esprit et nos actions. Par exemple, notre respiration et notre rythme cardiaque sont régulés par le subconscient sans que nous en soyons conscients. La flexibilité des artères contribue également à maintenir une pression sanguine équilibrée. Ces exemples nous montrent l'importance de l'esprit subconscient dans notre vie physique et mentale. Le texte parle du rôle du subconscient dans nos actions quotidiennes, en mettant en évidence le fait que la plupart de nos actions sont automatiques et inconscientes. Par exemple, la respiration, la marche, la prise d'un verre d'eau ou même le fait de récupérer son équilibre après avoir trébuché sont des actions qui se déroulent principalement au niveau subconscient, avec seulement une petite partie de la conscience impliquée. L'auteur souligne également la complexité de ces actions automatiques, montrant que même les intelligences artificielles les plus avancées n'ont pas pu reproduire pleinement ces processus automatiques, comme le fait de marcher sur un terrain irrégulier.
Cela montre que notre esprit subconscient possède une intelligence et une précision extraordinaires. Le texte mentionne également l'influence du subconscient sur les réflexes de survie, tels que retirer sa main d'un objet chaud sans même que le signal aille jusqu'au cerveau, soulignant ainsi que l'intelligence est présente même au niveau local du corps. Enfin, l'auteur donne l'exemple des insectes qui connaissent l'anatomie de leur proie et utilisent leur dard de manière précise pour l'immobiliser et la nourrir à leur jeûne, démontrant encore une fois la présence d'une intelligence dans le subconscient. En résumé, le texte souligne le fait que la plupart de nos actions sont contrôlées par notre subconscient, qui possède une intelligence et une précision incroyables. Cela remet en question la vision selon laquelle ces actions sont simplement le résultat de réactions nerveuses sans intelligence. Le texte met en avant l'idée que lorsque l'esprit conscient intervient dans nos actions, il brouille nos connaissances et fausse notre volonté intérieure. Pour illustrer ce propos, l'auteur utilise plusieurs exemples de comportements instinctifs chez les animaux, tels que l'insecte qui saisit sa proie sans crainte ou le serpent qui injecte son venin avec précision. L'auteur critique également la psychologie occidentale qui, selon lui, ignore ces vérités en raison de son ignorance passée. Il soutient que ces exemples illustrent des principes fondamentaux que la psychologie occidentale refuse de reconnaître. Dans ce texte, l'auteur discute de la façon dont les croyances et les idées préconçues peuvent affecter notre perception et notre compréhension du monde. Il cite plusieurs exemples, tels que l'idée fausse selon laquelle le vide empêche la chaleur d'atteindre la Terre, la mauvaise conseil en nutrition sur le beurre, et la résistance au changement dans le domaine scientifique. L'auteur soutient que l'esprit est distinct du cerveau et a une capacité infinie à comprendre et à retenir des informations. Il fait référence à la conscience infinie qui peut percevoir ce qui n'a pas été vu, entendu ou traité par la pensée. L'auteur suggère que certains scientifiques commencent à explorer ces idées, qui sont plus proches de la connaissance yogique et de la vérité de l'existence. Dans ce texte, l'auteur explique que notre processus d'apprentissage se fait principalement au niveau du subconscient. Lorsque nous lisons un livre, par exemple, nous ne comprenons pas tout de suite, mais c'est lorsque nous dormons que notre esprit subconscient assimile les informations et les comprend. Le véritable apprentissage se produit donc au niveau profond de notre conscience, et lorsque nous relisons le livre, nous comprenons davantage car notre subconscient a déjà intégré les informations. L'auteur utilise également l'exemple de l'apprentissage d'une langue pour illustrer son point de vue. Il affirme que la meilleure façon d'apprendre une langue n'est pas d'étudier sa grammaire, mais de lire, d'écouter et de regarder des films dans cette langue. En se plongeant dans son utilisation réelle, notre subconscient absorbe et organise naturellement les mots, la grammaire et le sens de la langue, ce qui nous permet ensuite de parler avec fluidité. L'auteur soutient que ce processus d'apprentissage s'applique à tous les domaines, sauf peut-être aux termes techniques où la précision et la connaissance précise de la grammaire sont nécessaires. Il suggère également de se concentrer sur l'expérience et la compréhension du concept plutôt que sur la mémorisation de mots et de formules. En utilisant cette approche, l'apprentissage devient plus facile et plus profond. En conclusion, l'auteur plaide pour un apprentissage basé sur l'assimilation subconsciente et l'expérience plutôt que sur l'étude consciente et la mémorisation superficielle. Selon lui, cela permet d'acquérir une compréhension plus profonde et une maîtrise plus fluide des sujets étudiés. Dans ce texte, l'auteur explique que l'esprit humain n'est pas limité à ce qui a été vu, entendu ou pensé consciemment, mais qu'il existe également une conscience subliminale et une conscience intérieure plus élevée qui est capable de comprendre des choses au-delà de notre compréhension superficielle. Cette conscience subliminale peut percevoir des choses que l'esprit conscient a ignorées ou n'a pas encore apprises. L'auteur utilise des exemples tels qu'un insecte connaissant l'anatomie de sa victime ou une servante illettrée comprenant une langue étrangère pour illustrer cette idée. Cette compréhension profonde se trouve à un niveau supérieur de conscience et peut ensuite se refléter dans l'esprit conscient. L'auteur mentionne également l'utilisation de symboles dans la vieille langue pour représenter ces idées, telles que l'image secrètement enregistrée, Chitragupta, ou les enregistrements akashiques. Ces symboles servent à rendre ces concepts accessibles à un esprit moins développé. En tapant dans la conscience cosmique sous-jacente, on peut accéder à toutes les informations enregistrées sur le passé, le présent et même le futur, mais comme une possibilité parmi d'autres. Cette expérience de la conscience cosmique permet de vivre ces informations simultanément et de s'y immerger comme si elles se déroulaient en temps réel. Dans ce passage, il est expliqué que la conscience peut avoir une perception différente de la réalité en fonction de son niveau de clarté. Bien qu'elle puisse avoir accès à des connaissances détaillées et précises, cela ne signifie pas que l'individu en ait conscience de manière consciente. Par exemple, l'insecte qui frappe une vitre a accès aux connaissances anatomiques précises nécessaires pour éviter de se blesser, mais il n'est pas conscient de ces détails. De même, dans notre propre expérience, certaines sensations peuvent être enregistrées et ressenties par notre corps, même si nous n'en avons pas conscience à un niveau conscient. Ceci est lié à une couche de conscience plus profonde qui a une connaissance totale et une possibilité d'accès plus large. Cette discussion nous ramène à la notion de ces différents niveaux de conscience et à la façon dont ils opèrent dans notre expérience, ce qui peut être enrichissant à la fois pour notre compréhension et notre pratique de la vie.